Bonjour, j'ai suspendu la viande pour faire sèche à la maison. Bon appétit. Salut les amis, Bhaskar pour Hypnomachie, et aujourd'hui, vous l'avez peut-être reconnu, je suis en compagnie de l'excellentissime Viande Tiède. Bonsoir, bonsoir et rebonsoir tout le monde. Alors, Viande Tiède, il y a toute une partie de l'audience qui le connaît déjà, puisque je suis un intervenant régulier sur sa chaîne. Je l'avais pas encore invité sur Hypnomachie, et ben voilà, c'est l'occasion de remédier à tout ça. Alors, comment est-ce qu'on te présente donc déjà ta chaîne, ça s'appelle Pour ainsi dire. Pour ainsi dire, anciennement Viande Tiède. Et on parle beaucoup de politique et d'économie sur cette chaîne. Et notamment d'économie autrichienne. Autrichienne, parfaitement. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ce n'est pas l'économie de l'Autriche. Non. C'est une école de pensée. Voilà. Donc ça rejoint un petit peu certains sujets qu'on avait déjà abordés sur la chaîne. Je pense par exemple à la vidéo que j'avais fait sur le droit naturel. Je vous avais parlé des ravages de l'utilitarisme, etc., etc. Et donc si ces sujets vous intéressent, vous pouvez aller voir sur la chaîne de Viande Tiède, dans lequel il y a toute une playlist avec plus de 70 vidéos dans lequel, là où moi j'avais un petit peu saupoudré et donné envie d'en savoir plus, toi tu rentres dans le détail pour vraiment les gens qui ont des questions très très précises sur le droit naturel, sur comment on pourrait dire, l'anarcho-capitalisme, etc. et sur les différentes questions que les uns et les autres peuvent se poser, quid de l'éducation, les routes, les fameuses routes, etc., etc. Donc tout ça est en détail sur ta chaîne. Voilà, donc je vous enjoins à aller, si ces sujets vous intéressent, évidemment, à aller découvrir tout ça. Voilà. Alors, si je peux me permettre, juste une remarque sur la chaîne, il y a une série en particulier avec Stéphane Gère, notre ami, qui s'appelle Au cœur de la liberté. Donc pour ceux qui ont vraiment envie d'avoir une synthèse en quand même 30 vidéos, mais bon, une synthèse quand même de toute la théorie anarcho-capitaliste, je vous recommande vivement cette série-là. C'est une playlist indépendante et il y a une URL au cœur de la liberté.fr qui permet d'y accéder sans se fatiguer. Voilà. De toute façon, je mettrai le lien, bien sûr, dans la description. Mais ce soir, nous allons faire tout autre chose puisque je t'ai convié à un react. Puisque moi-même, je regardais une vidéo sur YouTube que tu n'as pas du tout vue, donc tu vas la découvrir avec nous. Et au fur et à mesure que j'écoutais cette vidéo-là, je m'étais dit, oh ça, il faut que je le montre à Viande Tiède parce que c'est un modèle du genre, c'est un condensé. Et voilà, donc au départ, j'ai simplement posté un petit commentaire et comme ça fait 12 jours que je n'ai pas la moindre réponse, je me suis dit, visiblement, comme il ne souhaite pas ouvrir un dialogue, puisque je préfère toujours parler avec les auteurs des vidéos, c'est plus convivial, plus respectueux, je trouve. Mais lorsque, au bout d'un certain temps, comme ça, il y a manifestement une non-envie ou une absence d'envie de dialogue, tant pis, nous allons faire ce que font tous les youtubeurs bas de gamme, c'est-à-dire des reacts. Voilà, donc c'est sur une chaîne qui s'appelle Elucide, que j'ai découvert il y a quelques temps, parce que, comme je l'avais déjà dit dans certaines vidéos, moi j'adore Dany Robert Dufour. C'est un des rares intellectuels dits de gauche que j'ai plaisir à écouter parce que je trouve qu'il ne tombe pas trop dans le militantisme et il reste dans son rôle d'intellectuel. Il ne mélange pas militantisme politique et on va dire culture au sens noble, on va dire du terme. C'est tout à son honneur. En tout cas, il a gagné vraiment tout mon respect pour ça. Et donc, ensuite, l'algorithme m'a remis quelques vidéos et donc, allez, à la tienne. Alors, j'envoie la sauce. Envoie la sauce et puis on s'arrête quand tu as envie. Le néolibéralisme. Le terme est connu, on en parle à peu près tout le temps. Mais alors là, on n'est même pas à 5 secondes et j'ai déjà ri. Voilà. Je t'avais prévenu, tu vas voir, tu vas passer un très bon moment, mon vieux. Merci, Bhaskar. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Déjà, néolibéralisme, en général, c'est que la suite va être de la merde. Moi, c'est une heuristique, évidemment, mais j'ai pas de contre-exemple, malheureusement. Elle est excellente parce que c'est un pseudo-courant de pensée qui n'existe pas, en fait. Il y a personne qui se revendique néolibéral? Non, je pense que le terme a été employé une fois ou deux il y a 100 ans et puis c'est resté parce que ça fait comme capitalisme, c'est un mot en isme qu'on aime bien utiliser de manière, disons, péjorative. Voilà. Et puis ça ne veut rien dire. Il y a une page d'ailleurs sur l'encyclopédie en ligne Liberpedia qui explique très bien que le néolibéralisme n'existe pas, donc je vous recommande de lire ça.
C'est vraiment un anathème. Hein. On pointe du doigt quelqu'un en le qualifiant de néolibéral, pardon, ou d'ultralibéral. Mais en fait, réellement, on est dans le pathos, on n'est pas dans le logos, on n'est pas en train de parler de courants de pensée circonscrits avec des auteurs précis, etc. Bref. Concrètement, qu'est-ce que ça implique pour nous? On nous explique, bien naïvement, que le libéralisme, c'est le modèle de la liberté, un modèle de libération du capital et des marchandises, régulé par la magie du marché, qui s'auto-équilibrerait naturellement par le jeu de l'offre et de la demande, guidé évidemment par la fameuse main invisible. Mais en réalité... Alors, je vais me permettre une remarque tout de suite. Vas-y. C'est qu'elle a parlé d'une forme de libéralisme appliqué à l'économie, mais que dans la théorie libérale, on ne parle pas que d'économie, et en fait, la théorie libérale, c'est une théorie du droit avant tout, c'est pas une théorie économique en soi. C'est une erreur d'ailleurs très très fréquente des gens qui parlent de néolibéralisme. D'ailleurs là, elle a parlé de néolibéralisme, puis tout de suite après de libéralisme. C'est là on voit déjà que les termes sont interchangeables, quoi. Capitalisme, libéralisme, néolibéralisme, ultralibéralisme, et c'est parce qu'ils sont mal définis. C'est une nébuleuse, mais c'est pas carré et rigoureux. Donc déjà il y a ça. Et une des grandes erreurs justement que font les gens qui essayent de parler du libéralisme sans l'avoir étudié, sans l'avoir compris, c'est de le segmenter en libéralisme politique, libéralisme économique, alors que ça n'a absolument aucun fondement logique, puisque agir sur la politique, c'est agir sur l'économie, et agir sur l'économie, c'est politique. Donc c'est vraiment une cassure, une scansion, ça n'a aucun... Enfin, je n'ai jamais compris, et personne n'a été capable de m'expliquer. Et d'ailleurs, dès qu'on grade, les gens en fait se disent ah oui, c'est vrai, etc. On peut même rajouter que n'importe quelle activité humaine est par essence économique et politique. Et politique. Le moment qu'on passe ensemble en ce moment, ni toi ni moi ne payons l'autre, ou on n'a pas fait de transaction financière, pourtant on a dû faire la décision de se rencontrer à telle heure, etc. Enfin, je rentre pas dans tous les détails, mais c'est quand même une activité à la fois économique et bon, forcément politique, puisqu'on en parle. Bref, mais oui. En réalité, ça fait longtemps qu'on a dépassé ce modèle, puisqu'aujourd'hui, on a plutôt à faire un détournement de l'État au profit du marché. Autrement dit... Oula, mais... je t'ai dit, là, c'est le grand chelem. Tu vas vraiment passer un bon moment. Pour 8 heures, ça fait 35 secondes, on s'est déjà raté 3 fois, putain. Eh ben, au pire, la vidéo fera 2 heures. Hein, voilà. Là, il est minuit quand on enregistre en France. Donc, ouais. Donc là, elle nous parle d'État, c'est sorti de nulle part. Oui. Enfin bon, j'ai déjà du mal à comprendre le cheminement de pensée, mais le libéralisme, c'est pas un détournement de l'État, c'est en fait son opposé, c'est sa négation. Mais parce qu'en fait, eux, quand ils parlent de néolibéralisme, ils parlent de capitalisme de connivence, ce qu'on appelle nous le capitalisme de connivence, mais en fait, ils font comme si le capitalisme de connivence et le libéralisme étaient en fait la même chose. Or, non, ce sont deux notions séparées, mais pour eux, c'est pareil. Donc déjà, ils ont eu une finesse d'analyse qui est assez pauvre. Et même tout à l'heure, j'avais pas réagi, mais j'avais envie. Elle parlait de la magie de la main invisible du marché. Mais en fait, ça s'appelle l'homéostasie. Et dès qu'on a étudié un peu la systémique, on comprend que les systèmes vivants tendent systématiquement vers des formes d'homéostasie. Enfin, sauf si vraiment on te coupe un bras et que tu pisses le sang et que là tu meurs. Et tout comme une entreprise peut mourir parce qu'elle fait faillite. Mais en tout cas, au niveau global, il y a une tendance à l'homéostasie. Visiblement, elle n'a pas étudié la théorie des systèmes. Et on peut même parler d'harmonie. Dans le langage de Frédéric Bastiat, il parle d'harmonie économique. C'est quand les gens rencontrent, l'offre et la demande se rencontrent sur le marché. Et encore une fois, le marché concerne toutes les sphères de la vie. On continue. On parle même de catalaxie d'ailleurs pour les puristes. Oui. Voilà. Il y a de la régulation économique, il y a de l'interventionnisme, contrairement à ce qu'on entend, mais c'est pour aider les banques ou subventionner les grandes entreprises. Ça signifie. Donc ça, c'est du capitalisme de connivence. Voilà. Si la vidéo s'intitulait « Capitalisme de connivence », je pense qu'on pourrait être d'accord avec la madame, là, non ? Ouais, complètement. L'ensemble prendrait une forme intelligible, on va dire. Ouais, bon, à la limite, on va lui donner le bénéfice du doute, on va dire que c'est juste de la sémantique pour l'instant, même si, malheureusement, tu t'en doutes, ça va pas être le cas. Bon, d'accord. Vas-y. Signifie aussi que si les inégalités se creusent, c'est pas la conséquence mécanique, irrépressible d'un système économique qui récompense les plus méritants et sanctionne les moins utiles. Non, c'est parce qu'il y a une volonté politique que ça se passe comme ça. Le modèle... Mais c'est chargé. 57 secondes, elle a déjà parlé de mérite, de machin, de bidule. Je t'ai dit, c'est un condensé.
C'est un condensé, c'est très dense. C'est pour ça que je te l'ai proposé. C'est qu'on retrouve, je trouve, à peu près tous les poncifs du genre rassemblés en une seule vidéo. Parce que là, on sous-entend, dans cette phrase qu'elle vient de prononcer, que ce qu'il faudrait faire, ce qui serait bien, entre guillemets, sans trop savoir pourquoi, c'est qu'on récompense l'effort et le mérite, enfin, elle a parlé de ça, plutôt que finalement l'investissement, les banques, on rentre dans les détails. Je t'invite à la laisser développer son propos, on va éviter de faire trop de lecture de pensée, histoire d'être le plus rigoureux possible et de faire preuve du maximum de charité épistémique et de méthode. Tout à fait. Le modèle économique est conçu pour récompenser les milliardaires oisifs au détriment des travailleurs. Il offre une fortune au directeur marketing d'une multinationale de vente de cigarettes, mais paye avec un simple SMIC nos infirmières qui ne comptent pas leurs heures. On a voulu concentrer l'argent d'un seul côté, celui des puissants, avec comme justification technique et morale que cet argent allait ruisseler dans toutes les couches de la société. Alors ça paraît ridicule, surtout après l'expérience académique. Alors ça, c'est l'archétype pareil c'est même pas un sophiste, c'est un homme de paille en fait. C'est le ruissellement. Moi, j'ai jamais entendu un seul libéral justifier le libéralisme par la théorie du ruissellement. Pour moi, c'est un pur homme de paille. Mais déjà, c'est pas une théorie. Ça n'existe pas, c'est pire qu'un homme de paille, c'est un fantasme. Le ruissellement, on ne le rencontre que dans les ouvrages ou les articles de soi-disant économistes extrêmement marqués à gauche, qui croient ou qui font croire que c'est une théorie utilisée par l'équipe d'en face ou par les gens qui ne pensent pas comme eux, en fait. Voilà, c'est vraiment un anathème et un homme de paille pour pas avoir à répondre réellement aux arguments des libéraux et surtout des libertariens. Et je trouve ça vraiment dommage. Au passage, même si je vais pas m'appesantir sur son non-verbal, mais là, je viens de voir quelque chose que je n'avais pas du tout vu à la première visionnage de cette vidéo. C'est que d'un côté, elle tient un discours, mais tout son non-verbal montre l'inverse. C'est-à-dire que tout son non-verbal trahit sa préférence pour les riches et les milliardaires. C'est très, très drôle. Je vais voir si je retrouve d'autres items comme ça qui indiquent une petite dissonance. Enfin, je suis pas ici pour faire une analyse psychologique de la présentatrice. C'est vraiment le propos et les idées qui nous intéressent ici. C'est un peu l'archétype de la gauche caviar. Là, c'est une image très léchée avec une présentation très sobre, très, très élégante. Certes. Alors qu'elle tient un discours de CGT, quoi. Certes. Et puis, je peux aussi faire une petite aparté sur la valeur travail qu'elle vient de glisser là, puisqu'il faut rémunérer plus les infirmières parce qu'elles travaillent beaucoup. Alors, on parle pas, bien entendu, du cartel de la médecine, etc., mais quelqu'un qui travaillerait beaucoup devrait avoir plus d'argent que quelqu'un qui reste assis devant son ordinateur à vérifier les cours de la bourse. Ce qui est complètement stupide, parce que effectivement, quelqu'un qui fait la même tâche en moins de temps devrait au contraire pouvoir bénéficier de son temps librement. Il n'y a pas de, c'est vraiment le mérite au sens, ça revient à subventionner l'incompétence. Et puis là, la même personne qui se lamente que des traders vont gagner beaucoup d'argent sans se fatiguer physiquement sera aussi la première à râler si ses rendements boursiers pour ses plans d'épargne ou le taux de son hypothèque sont trop élevés ou trop bas, ça dépend de quoi on parle. Donc elle voit pas le rapport entre ce qu'elle paye sur le marché financier, parce que comme tout le monde, je suppose qu'elle a des cartes de crédit, qu'elle fait des emprunts et puis qu'elle achète des choses, entre le prix des choses et le fait que ces gens-là justement permettent d'orienter la production vers des domaines plus rentables. Mais bon. Mais tu as raison quand tu dis qu'elle fait pas les années, quand tu dis, tu as raison, quand tu dis qu'elle ne fait pas les médiations, j'ai mis des années à comprendre le lien qu'il y avait entre le quotient intellectuel et le fait de faire des médiations. Quand on est plutôt bien doté, on regarde le monde et il y a des médiations partout. Alors qu'en réalité, il y a plein de gens qui ne comprennent pas le lien. Là, j'ai posté il n'y a pas longtemps une étude scientifique qui attestait justement que les vaccins récents là, pendant la pandémie Covid étaient bel et bien cardiotoxiques. Bah, ça fait un petit peu 5 ans ou 4 ans qu'il y a plein de gens qui disent bah oui, enfin, d'un seul coup, il y a des gens qui s'effondrent pile après la vaccination. Quel hasard, rien n'a changé à part ça. Bon, donc, mais effectivement, bon, bref. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui encore, tout se base là-dessus. Le système a donc été pensé pour enrichir les plus riches, sur la base d'une idéologie qui relève de la croyance, pour ne pas dire de la pensée magique. Il a été pensé pour être inégalitaire. Et une bonne illustration de cette dérive, c'est la fameuse phrase de Jacques Delors, un des pères fondateurs de l'Europe néolibérale, qui disait « Une société progresse aussi ». L'Europe néolibérale, c'est-à-dire que
c'est vraiment cet amalgame entre le libéralisme et le capitalisme de connivence. On voit vraiment que pour eux, c'est une seule chose. Et ça fout en l'air toutes leurs analyses. Pardon, je l'ai déjà dit, mais c'est tellement criant là, parce que l'Europe, c'est quand même une des causes de la pression fiscale sur les agriculteurs, sur les peuples, sur les... Et par la force et par la contrainte. Donc ça n'a rien de libéral, en fait. Rien. Fus néo. Et puis alors, citer Jacques Delors du Parti Socialiste comme le tête de file du libéralisme, c'est quand même cocasse. Ah ben oui, autant citer Alain Madelin pour défendre la gauche, quoi, oui. C'est ça. On va écouter la citation de Jacques Delors, alors. Hein. Grâce à ces inégalités. Eh ben on va... Ah oui, alors les inégalités, si on peut faire juste 3 secondes dessus, ça semble être un profond problème. J'ai toujours pas compris pourquoi, malgré mon âge avancé. Je sais pas si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il faudrait absolument réduire les inégalités. Moi, en ce qui me concerne, si 2 personnes sont inégales, elles vont avoir tendance à échanger justement parce qu'il y en a une qui fait des choses que l'autre fait pas et vice versa, ou qui a des capacités que l'autre n'a pas. Si on était tous égaux et identiques, on n'aurait plus d'échange, on serait juste des gouttes d'eau dans une bassine. Je sais pas ce que tu en penses. Ben, c'est ce qui fait que je t'ai invité sur la chaîne et que je t'ai proposé de faire ça. C'est justement parce qu'on est inégal et que je pense que ça enrichit tout le monde de faire des choses ensemble. Il y a des études qui montrent comme ça que selon la classe sociale à laquelle on appartient, on a plus ou moins de chances, selon les différentiels de salaire, la fourchette de salaire dans laquelle on est, on a plus ou moins de chances de voter à gauche, etc. Et en fait, c'est des mécanismes d'envie. C'est vraiment du pathos non digéré autour de l'envie. Parce que en fait, c'est ça, l'inégalité, ça présuppose qu'on se compare. Et ça, dans le logiciel traditionnel, puisqu'on est sur Hypnomachie, je vais quand même essayer de faire le pont avec d'autres choses, mais dans le logiciel traditionnel, c'est un péché et c'est quelque chose qui nous coupe de la source. L'envie. Ah oui, c'est le numéro combien celui-là? Oh, je crois pas qu'ils aient été numérotés. Je crois pas qu'il y ait un ordre dans les péchés, si. Je sais pas, dites-nous en commentaire. Je sais qu'ils sont 7, si mes souvenirs est bon là, mais. Oui, alors techniquement ils étaient plus avant, mais il y a des conciles qui en ont viré, mais en fait quand tu regardes, à mon avis, on aurait dû les garder. Mais enfin. Ok. On va voir justement dans cette chronique le bilan des inégalités en France sur la base de données qui ne sont absolument jamais présentées au grand public, des données que l'INSEE lui-même refuse de communiquer et qu'il a donc été très, très difficile de récupérer. On a pu pénétrer dans le monde opaque de la fortune des 1%, même des 0,1%, et vous allez voir que ces chiffres exceptionnels dévoilent les intentions derrière la politique menée en France ces dernières années, à savoir créer un paradis pour les ultra-riches, grâce à la financiarisation de l'économie et à la complicité des décideurs politiques. La France, ce paradis des ultra-riches, on est juste le pays le plus taxé au monde. Enfin, ça n'a aucun sens. Sans déconner, c'est de l'art. C'est de l'art. Non, mais tu vois ou pas, il y a quelque chose... Alors, attends, si, j'ai trouvé un moyen de lui donner raison. J'ai trouvé un moyen. Alors vas-y, parce que moi j'aime pas dire que ce que dit quelqu'un n'a pas de sens. Pour moi, ça veut dire que j'ai pas réussi à la rejoindre. Alors vas-y, explique. Alors moi, je sais comment on peut formuler ce genre de, pas d'ineptie, mais bon, bref. Les ultra riches dans notre monde actuel, la plupart, ce sont justement les meilleurs connivents. Ah oui, dans ce sens-là, oui, d'accord. C'est une nomenclatura, quoi. C'est simplement ça, mais. Oui, mais c'est une nomenclatura, c'est pas... Enfin, oui, ok. Bon, enfin. Mais c'est pas ça qu'elle veut dire. Pour elle, je suis persuadé que c'est le fait d'être riche simplement suffit à être condamnable parce qu'on aurait exploité la misère du monde à notre profit. Alors que si les gens se mettent à réfléchir une demi-seconde de plus, on s'aperçoit que pour être riche dans notre société de façon honnête, il faut rendre beaucoup de services à beaucoup de gens. Si chacun te rapporte peu, parce qu'on devient riche en faisant des affaires avec la population en général, pas avec une minorité. En apportant de la valeur. Mais justement, là où même l'idée de la nomenclatura, ça tient pas debout, c'est que tu es toujours plus riche en étant proche du pouvoir dans un pays qui prend 20% d'impôts, tu vois, ce qui fait que tout le pays est très riche, tu vois. Genre, je sais pas, genre Monaco, ou, enfin, je pense à des pays, tu sais, Monaco, Dubaï, etc. Ben, tu es d'autant plus riche que tu t'approches justement de l'intelligentsia de ces pays-là que de l'intelligentsia de pays complètement communistes, enfin, où il n'y a plus de richesse. Parce qu'à un moment donné, ça détruit la richesse. Donc, de son point de vue, son propre raisonnement déjà n'est pas cohérent avec lui-même. Enfin,
Donc, bon, comme on disait, il y a des médiations qu'elle ne fait pas. Et c'est justement ça qu'on voudrait vous montrer aujourd'hui. Joli. Ah, il est classe. Le générique, j'aime c'est bien. pas mal, ça. Ah, il est bien. Oula. Il y a 3 choses qu'il faut regarder pour prendre la mesure de la situation: les inégalités de patrimoine, les salaires exorbitants des PDG et bien sûr les inégalités de revenus. On va commencer par là. Quand on parle de revenus, ici on parle de l'ensemble des ressources perçues en monnaie ou en nature par un individu ou une entreprise en contrepartie d'un travail, d'une activité ou de l'immobilisation d'un capital. On va raisonner en revenu national. Ben oui, les gens apportent plus ou moins de valeur, ce qui est le réel. Donc, c'est à peu près logique qu'ils aient des revenus qui ne soient pas égaux. Moi, j'aimerais reproposer une analogie, j'aime bien faire ça. Pourquoi ça ne choque pas grand monde que, je sais pas, Mick Jagger soit milliardaire et pas moi, qui fais un autre genre de musique, beaucoup plus confidentiel? Le fait que ces gens qui sont des artistes connus fédèrent des pans entiers de la population en tant que fans, on comprend tout de suite que chaque fan n'a pas donné sa vie pour l'artiste, mais a donné un petit peu d'argent et que ça l'a rendu riche, l'artiste. Pourquoi est-ce que pour les PDG ou je sais pas qui, ce serait pas une façon de voir les choses qui serait acceptable? Je pense que c'est des restes de conditionnement marxiste et d'endoctrinement. Il n'y a pas d'autre mot. Mais bon, vas-y, continue. Moyen par adulte. Et pour comprendre le creusement des inégalités de revenus, donc en gros l'évolution de la répartition du gâteau, il faut déjà regarder la taille du gâteau. Voilà. Alors moi je lui ai mis déjà penser l'économie en termes de gâteau, c'est ne pas comprendre l'économie. Voilà. Ça on va être clair. C'est le niveau primaire. Voilà. C'est parce que un gâteau, la métaphore du gâteau, c'est une métaphore de l'économie comme étant statique. C'est une modélisation statique. L'économie, elle est dynamique. Enfin bon, je vous renvoie à une vieille vidéo, une des premières vidéos de la chaîne qui s'appelle « Ce que les riches gagnent, les pauvres le perdent », qui débunk justement précisément cette notion. Si on veut parler de gâteau, il faudrait préciser que chacun fabrique un gâteau dans son coin. Il y en a qui sont plus gros que d'autres, mais personne, dans une économie saine et non gangrénée par l'intervention de l'État, personne ne se fait voler, quoi. Parce qu'en quelques années, cette taille a littéralement explosé. Le revenu national moyen a été multiplié par plus de 6 depuis 1900. Il est passé de 600 € à 3 700 € par mois en 2022. Là, je me permets de faire une remarque. L'inflation, je ne sais pas si elle a entendu parler de ce phénomène, mais comparer des prix sur 60 ans ou 70 ans ou 80 ans comme elle le fait, ça n'a strictement aucun sens dans une économie qui est gangrénée par la monnaie fiat, enfin la fausse monnaie fiat. La devise. Rappelons quand même que l'inflation est un vol d'État généralisé. L'inflation n'est pas un accident. Alors attention, il ne faut pas confondre moyenne et médiane. La moitié des Français gagnent moins de 2 000 € par mois et au minimum 8% vivent sous le seuil de pauvreté. Mais la moyenne monte à 3 700 € parce qu'à l'autre bout, il y a des revenus astronomiques qui déséquilibrent la balance. En tout cas, il y a bien eu une croissance phénoménale des revenus en 2 siècles qui s'explique par la révolution industrielle dans un premier temps, puis par le décollage très clair au moment des 30 Glorieuses. Alors là, je me permets un autre arrêt. Les 30 Glorieuses, c'était un petit peu la période d'euphorie de l'inflation de l'après-guerre. Ça n'a rien d'une période de prospérité saine et pérenne. Qui ont connu un taux de croissance annuel de plus de 6%. Cette croissance s'est progressivement effondrée à partir des années 70 pour tomber à 1%. Et depuis 2008, le pays est enfoncé dans la stagnation avec une croissance rachitique de 0,1%, payée à coût de centaines de milliards de déficit public. Et pour bien comprendre l'impact que cette hausse globale des revenus a eu sur les inégalités, il faut utiliser un ratio mis au point par Thomas Piketty et ses équipes qui ont fait un travail absolument colossal de minage de données. C'est un ratio qui est fait entre le montant du revenu national perçu par les 10% qui gagnent le plus, le top 10, et le montant perçu par les 50% qui gagnent le moins, le bottom 50. Et voilà ce que ça nous donne sur 2 siècles.
on remarque 5 grandes périodes. Entre 1910 et 1945, les inégalités diminuent de manière spectaculaire. La part des revenus du top 10 passe de 20 fois à 8 fois celle du bottom 50. C'est ce qu'on a appelé la grande compression des inégalités. Il y a plusieurs causes à ça. La destruction du capital, la forte inflation de la guerre qui a laminé le revenu du patrimoine, la dépression, la mise en place de l'impôt sur le revenu et sur les successions, etc. En fait, on comprend. Attends, mais elle est au courant donc de tout ça? Ils savent que l'inflation ça tue, que les impôts ça tue, etc. Il y a savoir et il y a vraiment intégré. Je suis étonné. Mais je suis heureux qu'on ait déjà eu Piketty en 3 minutes de vidéo, en 5 minutes, pardon. Ouais, mais t'as vu, on a été sage, on s'est tué. Enfin, on a essayé. On va continuer un peu. On comprend ici que les inégalités ont baissé plus en raison de la baisse des revenus des plus riches que de l'augmentation des revenus des plus pauvres. Entre 1945 et 1967, les revenus vont exploser grâce à la croissance des 30 glorieuses, mais les inégalités repartent à la hausse, notamment en raison de la reconstitution du capital. Puis mai 68 passe par là et marque un tournant. Les inégalités rediminuent, principalement grâce à l'augmentation du salaire minimum. Entre 1983 et 2008, le pays va s'engluer dans la... C'est le salaire minimum, faut quand même qu'on rappelle quelques fondamentaux. Parce que non, c'est pas grâce au salaire minimum que les inégalités rediminuent. Non, c'est non. Ça c'est une co-occurrence, mais ça n'est pas une causalité. C'est parce que le salaire minimum, c'est ce qui fait que tu ne vas pas engager quelqu'un que tu pourrais payer, disons, 1100 € parce que c'est juste en dessous du salaire minimum. Bah, du coup, tu vas pas l'engager, tout simplement. Et donc, du coup, cette personne-là, peut-être, elle sera à la rue, alors que sinon, elle aurait pu gagner quand même 1100 €. Tu vois, enfin, bon, je t'apprends rien, mais c'est important de bien comprendre que ça, ce sont des antitélies. Le salaire minimum, c'est antitélie sur antitélie. Donc, considérer qu'une mesure pareille, en fait, c'est un artifice statistique. Voilà. On pourrait dire oui, ce qu'elle dit n'est pas faux d'un certain point de vue, mais il faut pas confondre l'outil de mesure et le terrain. Je vous avais déjà parlé de la loi de Goodhart dans une précédente vidéo. Lorsqu'on se met à considérer l'outil de mesure comme une fin en soi, alors ça veut dire que l'outil de mesure n'est plus pertinent, etc. Bon, bah, je vous renvoie à la vidéo où je vous parle de la loi de Goodhart. Et pour parler du pragmatisme et de la rue, ces graphiques qu'on voit à l'écran, là, je pense bien qu'ils sont tirés effectivement du livre de Piketty qui s'appelle « Le capitalisme au XXIe siècle », sorti en 2010 par là, que je me suis farci de A à Z. Mon Dieu. Oui. Et oui, tu as mis de la viande dedans. Ah, en fait, j'ai pas téléchargé, donc j'ai pas pu faire des trucs avec. Ouais. Et c'est un bouquin qui pourrait passer pour un livre d'humour s'il n'était pas si long. Mais simplement sur les données statistiques, puisque c'est ça qu'on admire chez Piketty, c'est sa synthèse, c'est aussi du grand n'importe quoi quand on regarde dans les détails. Les séries ne sont pas congruentes, elles ne vont pas ensemble. Il a même reconnu avoir inventé des points de sa courbe parce que il manquait. Et puis les deux parties qu'on voit là ne sont pas tirées du tout du même set de data. Enfin bref, c'est des petites technicalités, mais qui rendent même le côté soi-disant pratique de ce que fait Piketty complètement débile. Mais ça c'est un grand classique. J'invite vraiment tous les auditeurs à essayer d'avoir un minimum de base en statistique pour, tu vois, simplement pouvoir savoir ce que c'est un Roth-Kendall, un Cohen, des trucs comme ça, pour pouvoir comprendre, parce que sinon, quand on voit des courbes comme ça parle au limbisme, mais ça parle pas au néocortex. Tant que quand on lit une statistique, c'est le limbisme et l'interprétation limbique qui domine, alors ça veut dire que notre cerveau est de la chair à canon pour des hypnotiseurs qui utilisent ce genre de procédé. Et puis d'un point de vue du cadre, on ne sait toujours pas pourquoi il faudrait que la courbe ait une certaine forme. Pourquoi est-ce qu'elle devrait être plate ou en forme de cloche, j'en sais rien, mais pourquoi? Tout à fait, elle ne justifie pas ça, mais bon, continuons, mais on ne va pas reprocher aux gens de ne pas parler de ce dont ils ne parlent pas. C'est pas faux. Patauge, c'est le moment du fameux tournant néolibéral qui va pousser les décideurs politiques à déréguler, limiter la progression des salaires. Top, pardon. François Mitterrand, ça. Je suis allé, moi, regarder. À ce moment-là, c'est à ce moment-là où je me suis dit, il faut que je monte cette vidéo à viande tienne. Elle dit, au moment où on a commencé à déréguler, je suis allé voir l'évolution de la part de l'État dans le produit intérieur brut à ce moment-là. C'est le moment où on a commencé à réguler. Oh merde! Oh, c'est con ça!
C'est exactement l'inverse de ce qu'elle dit. N'importe qui en 2 clics sur Google peut vérifier cette information, ce qui veut dire que ces thèses sont fausses. Elle prend le truc à l'envers. Ça m'énerve parce que je l'aime bien, ce petit dans le fond, mais là, c'est n'importe quoi. Et en plus, sous Mitterrand, c'est là qu'ils ont nationalisé des tas de trucs comme des malades, quoi. Bien sûr. Non, mais c'est vraiment là où la part de l'État a commencé. On voit les courbes, ça fait et ça monte, et puis après, ça n'en finit plus. Bon, la suite. Tout sur fond d'augmentation du chômage. Et c'est finalement la crise de 2008, et plus particulièrement les politiques d'Emmanuel Macron depuis 2015, qui vont acter la hausse brutale et continue des inégalités qu'on connaît encore aujourd'hui, et qui, très souvent, sont passées sous le tapis. Ça, on est d'accord, non? On est passé de 83 à 2008 en un coup, c'est pas mal, mais bon. Oui. Alors oui, moi je vais pas nier qu'il y a des inégalités indues et injustes, Oui, et à oui. cause de Macron et à cause de tous les autres d'ailleurs. Donc Voilà. ça, on est complètement d'accord avec ça. Et ben voilà. Ben, disons-le aussi quand on est d'accord, histoire d'être Ah fermé. oui. Ces gens accordent des privilèges à leurs amis que nous on n'a pas, donc forcément ils sont avantagés. Voilà. Ce qui scandalise donc tout libertarien et libéral digne de ce nom. Hein. C'est le résultat de politiques néolibérales poussées dans leurs limites, accompagnées par une forte baisse des impôts des plus riches et par des subventions aux grosses entreprises. Mais ça, on va y revenir. On a eu des nouvelles catégories de pauvres depuis 2020. Au même moment, les milliardaires, eux, ils explosent leurs revenus et leur patrimoine. Je veux dire, c'est absurde. Il y a peut-être le Covid aussi. Ah oui, c'est pas faux. Et puis des guerres. Enfin, je veux dire, c'est quand même peut-être un facteur à considérer. Enfin bon, je suppose qu'il va le dire après. Absolument sidérant. Et tu l'as dit, c'est Macron qui a favorisé ça en supprimant l'ISF, mais aussi en pérennisant le CICE, en faisant adopter. Je suis désolé, mais il dit tellement de conneries à la minute. Macron a favorisé ça en supprimant l'ISF. Mais au contraire, supprimer l'ISF, c'est permettre à plus de riches d'avoir envie de rester et donc d'embaucher plus de gens sur lequel... Et puis, en quoi est-ce que c'est avantager les riches que de leur supprimer, enfin, je suppose qu'il n'a pas été supprimé, mais déguisé autrement, mais admettons qu'il ait été supprimé l'ISF. Non, l'ISF a été supprimé en France. Oui, parce que Vientiel est au Canada, c'est un Français immigré au Canada. Okay. Oui, là, actuellement, il a été supprimé, il parle de le remettre bientôt, peut-être. Bah ouais. Il y a une guerre à financer. Mais alors, l'ISF, comme moi je l'avais compris à l'époque, c'était quelque chose qui te tombait dessus à partir d'un certain niveau de patrimoine. Ouais. Donc, quand tu es en dessous, tu ne le payes pas. Donc, en quoi est-ce que c'est un avantage de supprimer un inconvénient de quelqu'un que toi, tu n'as pas? C'est que des... En fait, c'est là où on voit que toute la rhétorique, c'est là où on voit que toute la rhétorique, c'est de prendre des notions complexes et de les concaténer jusqu'à une espèce d'opposition binaire limbique globe, pas globe. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure sur capitalisme de connivence, néolibéralisme, etc. Tu vois, où le monde est complexe, en fait, et demanderait un petit peu de glucose et d'activer nos lobes frontaux. Et ben non, en gros, on va en arriver avec les gentils, les méchants, quoi, au final. Et ça, c'est pas de la pensée. Pardon, mais c'est pas de la pensée. Enfin, c'est du fast-food pseudo-mental. C'est ça. Enfin bref, il y a plein de dispositifs fiscaux qui ont été adoptés au bénéfice des plus grandes entreprises, des entreprises du CAC 40, et donc qui bénéficient à tous ces actionnaires-là sur la politique fiscale. Alors là, je peux être d'accord avec ça. Il y a des entreprises, comme on l'a dit il y a 2 minutes, qui ont des privilèges sous forme de quotas, sous forme de permis, sous forme de réglementation, qui font que ces entreprises peuvent se permettre d'être sur le marché et leurs concurrents ne peuvent pas se le permettre. On ne peut pas démarrer de la concurrence. Donc oui, il y a du favoritisme, ça c'est vrai. Fiscal, on a du recul. Il y a eu des comités d'évaluation. Que nous ont-ils dit? Ils nous ont expliqué que les allégements de cotisations sociales, fiscales, etc., ça n'a pas du tout créé d'emplois. Si vous voulez favoriser l'économie réelle, vous conditionnez les aides fiscales que vous donnez aux entreprises au fait que ça se réinvestisse dans l'économie. Je veux dire, c'est quand même pas compliqué à comprendre. Sauf que comme vous n'avez pas fait ça, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Vous avez juste gonflé les dividendes des grandes entreprises, parce qu'il n'y a que ça qui les intéresse, les actionnaires. Ce ratio, il nous permet... Quand ces gens mettent de l'argent de côté dans un plan épargne, ils ont envie qu'il y ait un pourcentage qui revienne ou pas? Permet donc de voir les grandes tendances, mais reste encore à comprendre dans le détail comment la répartition des revenus s'opère. Pour ça,
on va découper la population en 10 fractions égales, qu'on appelle des déciles, et qui vont nous permettre de mettre en lumière 3 groupes. Le bottom 50, c'est la moitié de la population qui gagne le moins. Le top 10 et top 1, les personnes gagnant le plus. Et entre les deux, on a le middle 40. Et voilà ce qu'on obtient. Les 50% de la population qui gagne le moins n'ont que 20% des revenus, alors que c'est souvent ceux qui ont les métiers les plus pénibles, tandis que les 10% qui gagnent le plus possèdent 35% des revenus. Le bloc central des classes moyennes obtient pour sa part 45% des revenus, ce qui est relativement équilibré. Et si on regarde... On le voyait bien, le gâteau, là, sur la photo. C'était un beau carré. Tu ne pouvais pas changer parce que 100%, c'est toujours 100%. C'est dramatique parce qu'effectivement, c'est une vision statique, hein, pardon de le redire encore. Et je vous renvoie aussi à ma vidéo sur l'argent, qui s'appelle « Ce que l'argent fait à ton cerveau », parce que justement, on associe souvent petit salaire et pénibilité. Mais il y a des raisons à ça, justement. C'est si les riches gagnent beaucoup d'argent avec des métiers peu pénibles, c'est justement parce que à un endroit, ils ont développé une certaine forme de... j'ose le mot, hein, d'amour de soi qui fait qu'ils ne veulent pas s'imposer une certaine pénibilité. Or, tant qu'on n'est pas construit au-delà d'un certain point de vue au niveau psycho-affectif, on croit que c'est normal d'en chier, etc. Je suis pas en train d'essentialiser les choses et de limiter les explications des différences de revenus à ce seul facteur. Ce serait complètement stupide. Évidemment qu'il y a de la reproductibilité sociale, etc. Mais il se trouve que dans les facteurs psycho-affectifs, ceux-ci se transmettent aussi de parents à enfants. C'est justement quand il y a un parent qui n'arrête pas de subcommuniquer à son enfant, mais tu sais, gagner de l'argent, c'est facile, et surtout sans beaucoup travailler. Regarde ta mère et moi. L'enfant, il va se dire, jamais je vais aller bosser à Picard-sur-Gelée. C'est de la folie, alors que je pourrais juste faire de l'argent. Alors que quand, au contraire, les parents subcommuniquent en permanence à leur enfant, la vie est dure, il faut se lever tôt le matin, la vie est une lutte, il faut en chier, si tu en chies pas, tu es pas légitime, etc. Ce sont des freins. Voilà. C'est absolument pas le seul facteur, certainement pas, mais c'est quand même un facteur à considérer que toutes ces études-là économiques, microéconomiques, macroéconomiques ne mentionnent jamais quelque part. Ça, c'est que des trucs dans les cabinets de psy ou etc. où t'as certains psychosociologues qui arrivent à faire des ponts et on n'en parle jamais dans les médias, j'ai remarqué, ou très rarement. Est-ce que tu crois que ça existe un état d'esprit où, ayant goûté au travail pénible, et ayant goûté au travail moins pénible qui rapporte plus, on soit assez soumis à cette façon de penser pour quand même choisir le travail pénible? Je pense que le système nerveux des mammifères en général et de l'humain en particulier est un système de feignasse, je le dis très souvent sur Hypnomagie, et cherche systématiquement la pente avec le maximum de résultats, le minimum d'effets. Oui, donc en fait, cette culture de l'effort et de l'abnégation, elle a ses limites quand même, parce que, en tout cas, moi, je me rappelle au lycée, etc., des gens qui étaient issus de familles pauvres et qui étaient brillants, ils sont pas allés dans des travaux pénibles à remuer de la terre avec des pelles et des pioches. Hein. Évidemment. Quel est l'intérêt? Après, de toute façon, on peut toujours, si on a envie à un moment donné de connaître, parce que c'est intéressant de se donner du mal au travail aussi, on se découvre soi-même en faisant ça. Mais ça, en général, on le fait sur son temps de loisir. On le fait pas comme un mode de vie. Regarde l'évolution récente, on constate assez facilement que l'augmentation des hauts revenus pour les plus riches, le top 10%, a été très forte depuis 1995, plus 35% quand même. C'est nettement plus que pour les autres catégories de la population. On se retrouve dans une situation où la progression des revenus des cadres est à peu près du même ordre que celle des employés, alors que celle des dirigeants explose. Ton problème, Bhaskar, c'est que t'es pas assez jaloux. Mais littéralement, c'est ce qui se passe. Mais là encore, moi, je comprends son raisonnement. Si pour moi aussi, je voyais les choses comme un gâteau et comme un système fermé, je serais scandalisé. Je dirais, ils accaparent. Sauf que l'économie ne marche pas comme ça. Le postulat, la prémisse est fausse. Elle est juste fausse. D'ailleurs, on l'a déjà dit, mais ça fait 8 minutes 24 qui parle, on n'a toujours pas entendu le mot droit ou le mot légitimité ou des trucs comme ça, qui ferait que ces gains soient permis ou pas d'un point de vue moral. Non, mais je pense qu'ils le diront pas et que c'est même quasiment un impensé. J'aimerais aussi rajouter que tous leurs chiffres, on s'en bat les steaks, hein, excusez-moi, mais d'un point de vue économique, l'empirisme n'a aucun intérêt, à part pour constater des trucs de manière très localisée.
Mais c'est pas comme ça qu'on établit des thèses et des principes et puis des théories. On bâtit pas une théorie économique sur des chiffres. C'est pas vrai. Il y a en fait un effet de parasitage des plus hauts revenus qui ponctionne la part des autres groupes. C'est pour ça que leur part est presque... Non mais voilà, c'est typiquement l'exemple du gâteau dont il a mangé la plus grosse part. C'est ça. La métaphore du parasite, c'est vraiment quelqu'un qui suce le sang de son hôte, tu vois. Mais de toute façon, c'est pas compliqué. Les chefs d'entreprise quittent la France. C'est devenu un tel enfer fiscal qui se barre. Tous les jeunes entrepreneurs se barrent. La France s'effondre. Donc, ça montre, à un moment donné, que cette thèse est fausse. Normalement, si les chefs d'entreprise se barrent, si sa thèse du gâteau était vraie, c'est super. On devrait tous avoir plus de gâteaux pour nous. Or, c'est pas ce qui se passe. Je rappelle d'ailleurs pour l'anecdote qu'il y a quelques semaines, l'État français a drastiquement baissé le seuil du taux de TVA pour les auto-entrepreneurs, ce qui met à la porte, à la rue, je sais pas comment il faut le dire, plein de gens qui avaient démarré leur petite activité professionnelle. Bien sûr. Et là, ils vont ponctionner les comptes en banque, etc. Le parasite, celui qui pompe le son, justement, le parasite, c'est pas le patronat. C'est l'État qui est dessus. Et ça, tu vas voir quand ils vont venir commencer à se servir dans ton livret A, ma belle. 2 fois trop grosse par rapport à ce qu'elle devrait être dans une progression logique. Et ça, c'est un élément très important qui est souvent mal compris parce que totalement tronqué par la propagande économique habituelle. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on subit un gaslighting, un détournement cognitif de la part de notre classe dominante et de la part de tous ces intellectuels qui nous font toujours croire que nous sommes le problème, que nous sommes le poids, que nous sommes les parasites, que c'est nous qui coûtons trop cher. Alors qu'on voit en réalité que le coût du capital nous écrase, quoi. Nous écrase et puis le coût du capital, en train de nous mettre à terre, quoi. Ça avait bien commencé sa phrase, mais ça finit très très mal. Le coût du capital, c'est vraiment de la vieille rhétorique marxiste. Ces gens n'ont pas lu les réfutations de Marx, visiblement. C'est terrifiant. Je profite pour faire un peu de publicité pour mon copain Mos Majorum qui a fait toute une série de vidéos là où il débunk justement le marxisme point par point. Et voilà, dans la vidéo avec Bégodeau, on en est à 1200, 1300 commentaires où les gens, à chaque fois, ils n'ont rien à répondre au niveau argumentatif. À un moment donné, ça ne marche pas. On rappellera que les arguments de Marx ont été déboulonnés de son vivant par, entre autres, Eugène Baumbawerk, qui est un économiste autrichien. Et donc, le troisième volume du Capital n'était pas encore imprimé que le Baumbawerk avait déjà étrillé complètement ce qui sert de théorie à Karl Marx. Bon, si ça vous intéresse, il y a des excellentes traductions en français, je vous conseille vivement, et c'est pas que c'est très simple à lire, mais c'est clair, c'est pas du jargon, et il n'y a pas de chiffres ni d'équations. Donc, n'ayez pas peur d'ouvrir de vrais livres d'économie. Ouais, parce que finalement, l'appauvrissement de la population française, c'est une réalité, et l'enrichissement de sa classe bourgeoise, c'est plus qu'une réalité. L'économie, c'est une boucle. Les agissements et les possessions des uns influent sur ceux des autres. Le gâteau augmente, certes, mais il n'est pas infini. Donc oui, l'argent... on commence à approcher quelque chose, là. Elle tient quelque chose, et puis en fait, non. Tu vois, on voit la lumière commence comme une ampoule, tu sais, qui grésille, puis en fait. Donc finalement, en fait, c'est pas un gâteau. Donc en fait, il va falloir que tu te mettes au clair, Clara, avec ta propre axiomatique à un moment donné. Parce que là, elle dit A et non A à la fois, tu vois. Et on retrouve ce mythe où j'avais déjà fait une vidéo qui s'appelle « Peut-on consommer de façon infinie dans un monde fini ?» etc. Et là, elle nous ressort le même poncif que j'ai déjà... débunké sur la chaîne, donc allez voir cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. L'argent concentré dans les mains des milliardaires, c'est autant d'argent qui sera mécaniquement retiré au reste de la population. D'où l'importance. Non, mais putain! En fait, elle comprend pas ce que c'est que l'argent. Mais elle comprend les mots qu'elle prononce aussi. Je crois pas. Là, je commence à avoir un gros doute, et donc ça m'étonne pas qu'elle m'ait pas répondu en 12 jours, du coup. Elle a vraiment une vision. Pardon, mon but c'est pas d'être hautain ou méprisant, mais moi quand j'étais, je sais pas, en CP ou en maternelle, ils nous avaient fait faire un petit jeu, tu sais, on avait des bonbons et tout pour comprendre l'argent avec des pièces en carton, machin. À la fin, on était contents, on avait des carambars, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle a une vision comme ça, très enfantine en fait de ce que c'est que l'argent.
Et je ne sais pas si elle a vraiment prononcé ce mot-là, mais je crois qu'elle a bien dit ponction. Bah, reviens en arrière. Elle a dit ponction, hein, j'ai pas rêvé. C'est autant d'argent qui sera mécaniquement retiré au reste de la population. D'où l'importance de la question de la répartition des richesses. Donc, nous, Enfin, elle a dit retirer. Oui, Ça revient c'est un la peu même idée. à ça. C'est la même idée, bien sûr. Donc la notion d'échange n'est pas quelque chose qu'elle comprend, qu'elle connaît ou qu'elle verbalise, je sais pas comment il faut dire. Mm. Parce que moi, j'ai pas l'impression, quand je vais faire mes courses, de me faire ponctionner par le marchand. Ben, au contraire, le marchand, il t'offre un service parce que si tu l'avais pas, tu devrais aller, je sais pas où, beaucoup plus loin, beaucoup plus cher, beaucoup moins pratique. C'est pour ça que tu échanges. Voilà. On n'est pas égaux avec le marchand, c'est bien clair. C'est pour ça que lui, il a des marchandises. Moi, j'ai de la monnaie dans ma poche. On se les échange. On est très contents. Il faudra aussi préciser que, pardon pour aller aussi bas, mais qu'un échange n'a lieu que si les deux parties y voient un intérêt. Ah, on rappelle vraiment les bases là. Oui, voilà, s'excuse on est pour les obligé gens là. qui sont des réguliers de la chaîne de viande tiède, mais visiblement les loupiotes sont pas allumées pour tout le monde, quoi. Donc moi j'essaie de pas parler trop souvent de politique sur la chaîne, mais là c'est un tel cas d'école c'est même pas du demi-habile à ce niveau-là. Là il y a rien qui va là. Là il y a pas d'habilité pour le coup. mécaniquement retiré au reste de la population. D'où l'importance de la question de la répartition des richesses. Donc non, le souci, c'est pas que les Français sont jaloux des riches. Il y a une haine du talent, une haine du génie. Le Gaulois, réfractaire au changement. C'est que ceux qui pensent ça, là, ne comprennent rien à l'économie. Et malheureusement, c'est souvent les mêmes qu'on met à la tête de l'État. Pour illustrer l'absurdité de cette répartition, Alors top. imagine. Top. Alors non, c'est pas ça, ma chérie. C'est toi qui comprends rien à l'économie, et ces gens qui sont à la tête de l'État sont des liquidateurs. Ils ont un double standard, un double discours. Ils sont doubles. Donc ils disent des choses au peuple histoire de gagner du temps. En fait, ce sont des professionnels dans l'art de gagner du temps. Et pendant que le peuple se dit il faut que je patiente encore un petit peu. Pendant ce temps-là, eux, ils vendent la France aux plus offrants, aux Qataris, à certains Chinois, etc. Et à n'importe qui veut bien mettre le prix, en fait. C'est tout. C'est pas qu'ils comprennent pas l'économie. C'est que leurs buts réels ne sont pas d'être au service du peuple français. C'est pas la même chose du tout. De ce point de vue-là, leur action est une parfaite réussite. Et oui, moi je dis toujours que le système fonctionne parfaitement bien, il fait ce qu'il doit faire. Voilà. Mais Parce ça veut que dire les gens qu'elle est un croient. niveau de naïveté, tu vois, elle a un niveau de naïveté qui est, en même temps, que serait l'incompétence et l'inculture sans la naïveté, tu vois, il y a un package. D'ailleurs, on pourrait aussi mentionner le fait que là, elle parle de démocratie et que c'est un mécanisme politique qui accélère cette liquidation dont tu parles, puisque la démocratie, c'est un système politique où les gens, pardon encore pour enfoncer des portes ouvertes, mais sont là pour quelques années. Hein, on parle de Macron et toute sa clique. Là. Donc, les quelques années où ils sont là, il faut qu'ils en profitent au maximum. Bien sûr. Pour se remplir les poches et celles de leurs copains, et puis pour se faire une carrière, un nom et puis un CV. Bien sûr. Donc ça va accélérer la destruction du pays, et l'équipe d'après va faire la même chose. Donc, enfin bref. Imaginons que le 10e décile ait un revenu moyen de 8 000 euros par mois plutôt que 13 000 euros, un peu comme dans les années 70 en fait. En redistribuant ces 5 000... Ta suite, quoi, elle parle? Parce que moi je suis paumé là, je sais plus trop le sujet des graphiques là. Elle raconte elle propose sa vision, elle dit qu'est-ce qu'elle préfère. Est-ce qu'il faudrait que ce soit les revenus en fait? Ouais, qu'est-ce qui serait plus juste? 1 000 euros économisés aux 40% de la population qui gagne le moins, on pourrait doubler leurs revenus. Jusque-là, on pourrait se dire, ok, les inégalités sont en hausse, mais c'est pas non plus la fin du monde. Comme dirait l'autre, on a peut-être besoin d'un peu d'inégalité, c'est normal. Sauf qu'on va voir que c'est beaucoup plus vicieux que prévu. Malgré le développement en force du néolibéralisme, c'est vrai que les inégalités ont relativement peu augmenté depuis 1990. La part des revenus du top 10% est passée de 33 à 35%. Une hausse modérée qui date clairement de la prise de pouvoir d'Emmanuel Macron. Mais par rapport à d'autres périodes, les années 50 ou 80 par exemple, ça passe. Encore plus si on compare avec d'autres pays comme les États-Unis. Et effectivement... les inégalités, on ne sait toujours pas quel est leur niveau idéal. Je pense qu'elle n'ira pas sur ce terrain-là parce qu'elle n'a rien à dire. Elle n'a rien à dire d'autre que son ressenti intime à cet endroit-là. Donc, je pense qu'elle va faire l'impasse là-dessus, c'est évident.
Effectivement, la plupart des observateurs s'arrêtent généralement ici. Mais pour vraiment comprendre l'escroquerie des inégalités en France, il faut creuser un peu plus loin. Alors moi, si je creuse un petit peu plus loin, j'aimerais poser la question, quid de l'inégalité de privilèges et de pouvoir entre l'État et nous autres, le bétail? Parce que moi, si je fais ce que fait l'État, on me met en tôle en 2 minutes. Hein. Je serai arrêté pour extorsion, pour meurtre, pour menace, pour chantage, pour ce que tu veux, quoi. Pour schème de Ponzi. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Bah, moi, là, elle creuse encore, oui, mais dans le sens d'Audiard, quoi. Mais bon, vas-y, continue. Regardez les très hauts revenus. Ce qui est assez difficile, il faut bien le reconnaître, parce que ces données sont étonnamment très, très difficiles à dénicher. Et si pas de données, pas d'informations. La désinformation économique, c'est l'ensemble des stratégies qui consistent à dire seulement une partie de la vérité, exagérer certains exploits au niveau des chiffres des statistiques nationales, sous-estimer certains chiffres qui pourraient être moins flatteurs, publier des pré-publications et après donner moins d'importance aux publications confirmées qui sont en général moins bonnes. C'est tout ce type de stratégie qui aboutit finalement à ce que le public ait une impression plus positive des chiffres nationaux, que ce soit le PIB, le chômage, l'inflation, que sont ces chiffres réellement. Et c'est une pratique qui est finalement répandue dans les économies développées et on ignore ce phénomène très souvent parce qu'on pense que la manipulation des chiffres ne se passe que dans les pays en voie de développement. Or, les pays avancés ont des techniques qui consistent à enjoliver leurs chiffres. On va donc examiner maintenant le monde fermé. Sandek. Non mais tu vois, j'ai l'impression qu'ils sont en primaire, tu sais, qu'ils sont en train de découvrir. Waouh, papa il peut truquer les chiffres des fois, tu vois. Je fais alors que nous on en est à c'est pas votre père, c'est un escroc qui joue sur le fait que vous n'êtes pas fini émotionnellement, tu vois. C'est une asymétrie de niveau de compréhension que je trouve terrible. C'est une métaphore de la problématique, qu'il y ait des inégalités de compréhension, pas de problème, c'est le réel. Mais que ces gens-là aient une tribune et fassent des centaines de milliers de vues, c'est dramatique. Mais est-ce que... Alors, la jeune blonde, je pense pas, mais la dame qu'on a vue avant, ou les intervenants qui ont fait des petites apparitions, est-ce qu'on peut éventuellement penser qu'ils mentent, enfin, qu'ils savent ce qui se passe, mais qu'ils font un show? Enfin, je les connais pas, moi. Hein. Si tu veux, je peux faire une analyse du non-verbal pour voir ça. Là, j'ai pas été vigilant à ça, mais au besoin, si tu as un doute à un moment, on se refait ça et on peut, ouais. Parce que dire autant de contre-vérités en si peu de temps, c'est quand même pas mal, quoi. D'instinct, moi je pense que c'est de l'incompétence, mais en tout cas sur un cas précis, pourquoi pas, on pourrait regarder. J'ai très grande fortune. Pardon? Non, je pense pas qu'on le fera parce que là t'as vu, on a qu'à 11 minutes 55 alors qu'en fait ça fait déjà plus d'1 heure de vidéo. Donc je pense qu'on va probablement même pas aller au bout parce que là il y a tellement. Tu me dis quand tu veux arrêter aussi. Hein, moi, Ouais, non, mais on va voir. Autrement dit, les revenus moyens par adulte de ceux qui perçoivent plus de 1,5 million d'euros chaque mois. On voit alors que parmi les 50 000 Français aux plus hauts revenus, les 10% les plus fortunés de ce groupe gagnent 11 fois plus que les 50% qui gagnent le moins dans ce même groupe. Ça illustre. Moi, je conseille de lire les ouvrages de Nassim Taleb pour voir ces histoires de 80-20, 90-10, 99-1 qui sont des répartitions qu'on trouve très souvent, d'ailleurs même dans la nature, je pense. Je vois pas ce qu'on essaye de nous faire dire là, enfin de nous faire comprendre surtout. Le sous-texte, c'est que c'est quand même scandaleux et problématique. Mais effectivement, à aucun moment on ne va justifier l'émotion. Mais parce qu'effectivement, ce ne sont pas des gens rationnels. On voit bien que chez ces gens-là, on est en termes de MBTI de préférence, on est sur du F, sur du feeling. On n'est pas sur des thèses, des axiomatiques, des déductions, des choses. On n'est pas sur du T, quoi, tout simplement. Là, on est sur du SF, quoi. C'est je le sens comme ça et regardez, j'ai des données. Bon. Okay. Parce que dans le monde du sport, je suis vraiment prêt à parier la quasi-totalité de mes organes qu'il y a 10% des athlètes de haut niveau qui font 90% des revenus aussi parce que c'est les champions du monde, quoi. J'y pensais tout à l'heure dans les arts de combat, c'est la même chose. T'as un tout petit pourcentage de gens qui peuvent littéralement tuer à main nue à peu près n'importe qui. C'est le vivant en fait. C'est simplement des ratios du vivant en fait qu'elle supporte pas. Le fait qu'au sein même des groupes les plus riches, de très importantes inégalités existent.
Et en analysant l'évolution des revenus dans le temps, on voit bien qu'il se passe quelque chose de vraiment étrange au niveau des très hauts revenus qui ont donc... Attends, j'ai envie quand même d'une petite intervention là encore. Elle vient de souligner un truc qui m'interpelle. Même chez les très riches, il y a des grandes inégalités. Bah oui. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que dans ce groupe-là, est-ce que les très riches d'en haut ont exploité les très riches qui sont en dessous? Ou est-ce que c'est tous les très riches qui ont exploité les 90% en dessous? Excellent. Ou est-ce que y a un truc gris entre les deux là? Je comprends plus qui exploite qui en fait. Et c'est vraiment le problème, c'est que c'est elle, de par sa faculté de créer des catégories et en fait de recréer un conflit mimétique, parce que c'est de ça dont il s'agit, qui va générer un narratif auto-engendrant et auto-validant. Sauf qu'en fait, on parle plus du réel, là. On parle du réel vu par l'observateur qui n'assume pas son rôle de créateur dans la chose observée. Et là, la boucle est bouclée. On est complètement dans un individu qui a chu. On est dans quelque chose de luciférien, dans une approche de luciférien basée sur le péché d'envie qu'on voyait tout à l'heure. Et c'est justement un individu qui a chu et qui a oublié qu'il est co-auteur de ce qu'il observe de par sa faculté d'ordonnancement du réel. Beaucoup augmenté ces dernières années. Les 500 000 personnes situées dans la tranche inférieure des 1% les plus riches ont vu leur revenu réel baisser depuis 2008. En revanche, les 5 000 personnes gagnant entre 300 000 et 1 500 000 euros par mois ont vu leur revenu réel augmenter de près de 50% en 15 ans. Pour les 500 individus les plus riches, dont les revenus dépassent 1 500 000 euros par mois, la progression a été encore plus spectaculaire, le revenu ayant pratiquement triplé sur la même période. Je peux pas m'empêcher de faire une remarque là, c'est que cette avalanche de graphiques, de chiffres, ça sent vraiment le scientisme de mauvaise qualité pour te faire croire que le propos est sérieux et solide. Complètement. Et ça va impressionner. Justement, c'est du SF, c'est-à-dire des datas concrètes. Hein. Ouais, il y a des datas, il y a des graphiques et du feeling. C'est du SF. Mais ça va marcher puisque l'immense majorité des gens sont SF. C'est le mode de fonctionnement le plus représenté dans la population. Donc, si on veut faire du chiffre pour peser politiquement dans un système majoritocratique, c'est ce qu'il faut faire. C'est complètement pas rigoureux en termes de logos, en termes d'argumentation. C'est de la merde dès qu'on gratte, mais en termes hypnotiques, ça marche. Évidemment, cette disproportion a une conséquence majeure. Ça signifie que les ultra-riches ont accaparé la majorité des gains de la croissance des dernières années. Non. Lesquels alors? Les 5% d'en haut ou les 5% d'en bas des ultra-riches? On ne sait pas. C'est ça. Ça suffit à invalider son truc. En fait, elle est en train de remettre en scène son propre pathos sans l'assumer comme tel. Et c'est emmerdant. C'est emmerdant parce qu'elle se place, enfin elle, ses collaborateurs, mais elle se place sur tout son discours à l'apparence du logos, mais en réalité n'en respecte pas les règles. Et là où le feeling et le cœur et l'émotion devraient servir à une introspection pour voir quels sont les traumas, les manques qui me font agir et qui me font penser ça, ça n'est pas comme ça que son cerveau utilise ses émotions. Donc il y a vraiment quelque chose de mélangé qui n'est pas à sa place au niveau de ce à quoi sert chaque fonction chez l'humain. Et ça, c'est redondant dans l'approche traditionnelle, c'est d'identifier bien chaque partie de l'humain, que chaque partie de l'humain s'occupe de ce pourquoi il est fait et de remettre les choses à peu près à leur place, quoi, à la manière d'un ostéopathe. De ça, deux groupes n'ont pratiquement rien perçu des fruits de la croissance, les 40% les plus pauvres, mais aussi, étonnamment, les 20% qui gagnent le plus, à l'exception des 1%. Ça signifie que les cadres font aussi partie des grands perdants du macronisme. Les classes moyennes ont perçu à peine 25% des fruits de la croissance, et c'est bien le top 1% qui s'est gavé en captant 70%. Le top 1% s'est arrogé la vaste majorité des fruits de la croissance, et c'est une grosse anomalie si on compare avec les périodes précédentes. Entre 1946 et 2016, la répartition était certes inégalitaire, mais elle se rapprochait en gros de la répartition inégalitaire de l'ensemble des revenus. Donc, il y avait une certaine cohérence. C'est parce qu'il y a plus d'États. Et justement, c'est plus il y a d'États, plus cette petite nomenclatura, justement, va se goinfrer. C'est le principe du capitalisme de connivence que tu appelles néolibéralisme, peu importe les termes. Mais du coup, tu ne comprends pas le libéralisme, en fait. Donc, tu fais une bonne critique. Enfin, tu fais une bonne critique. Non, c'est même pas une bonne critique. Elle fait juste une critique oui, du capitalisme de connivence. Oui, bien sûr. Mais tout le monde déteste le capitalisme de connivence.
Mais je suis même prêt à parier encore une fois que les chiffres sont complètement bidons parce Oui, que bien sûr. de toute façon, dans ces trucs-là, à mon avis, ils rentrent les fameux gains non réalisés. Tu sais, quand des actions montent et que c'est à ton Oui. crédit parce que tu as un portefeuille, on va dire, ah, mais maintenant tu vaux 1 milliard au lieu de Ouais, 500 millions. ouais, Mais on non, en je suis parlait dans désolé, la ça vaut dernière rien du vidéo. tout. Ouais, on en parlait dans la dernière vidéo chez Le Guise de ça, ouais. De pourquoi Elon Musk n'a pas autant d'argent que les médias disent qu'il a. Si on reprend notre graphe précédent et Attends, qu'on pardon. regarde ce que ça donne, Pardon. Et notez que justement ce mécanisme que tu décris là, justement, de si tu vends tes actions pour récupérer ton argent, ça fait baisser le coût de l'action, etc., ça, c'est une vision dynamique de l'économie. Et on voit là encore une redondance dans le pattern qui est qu'ils ne le comprennent pas. Ces gens n'ont pas dû acheter des bitcoins, des trucs comme ça récemment pour voir que les choses montent et descendent. En part des revenus captés par chaque groupe, le problème devient alors très visible. Les ultra-riches ont vu en 2022 leur part se rapprocher de celle des années 1930. Les 200 familles les plus fortunées atteignent même leur record depuis 1945. Si on reprend notre graphique du début, on comprend donc que cette petite hausse-là, elle est en réalité causée que par l'énorme hausse du seul top 0,001%. On va voir un peu plus tard dans la chronique de quoi sont composés ces fameux revenus. Mais pour l'heure, s'il n'y avait qu'un seul graphique à retenir, ce serait celui-ci. On vous le met en description. N'hésitez pas à faire tourner l'information. C'est très important que les gens puissent voir ça. Top, voilà. Moi, il y a une autre partie du graphique, moi, qui m'intéressait. Le petit trou, là, à 25-30%. Tu sais, le petit creux, là. Tu le vois? Ici, là. Ouais, voilà. Ça, c'est la diminution des classes moyennes. C'est les gars qui étaient des gars à 2000-2500 euros par mois, tu vois, et qui se retrouvent quasiment au SMIC. Voilà, ça c'est parce que faut regarder globalement. La base 0. Donc il y en a qui sont passés jusqu'à 40% et qui sont en dessous. Je comprends pas le graphique là. Non, c'est en verticalement, tu as la hausse de la croissance des revenus. C'est qui bénéficie de la croissance. Donc là, donc ici, tous ces gens-là ont eu des revenus qui ont baissé. Voilà, enfin qui se sont maintenus et puis justement la classe moyenne pauvre, c'est elle qui paye les impôts et qui. Okay. On vous le met en description. N'hésitez pas à faire tourner l'information. C'est très important que les gens puissent voir ça. C'est une réalité qui est systématiquement passée sous silence dans les médias et par les responsables politiques, mais il faut montrer les faits pour ce qu'ils sont. Les gagnants de la politique économique d'Emmanuel Macron, ce sont même pas les riches, ce sont les ultra-riches. Le détournement de la croissance du pays à leur profit est un pur scandale. C'est sans précédent depuis un siècle. Entièrement d'accord. Ouais, c'est vrai. Que Sarkozy a fait un commentaire sur Emmanuel Macron au tout début de son premier mandat. Il a dit, mais finalement, il va beaucoup plus loin que moi. Emmanuel Macron devait entamer les cadeaux fiscaux aux plus riches qu'en octobre, alors il a été élu en mai 2017, qu'en octobre 2018. Mais les millionnaires, les riches, se sont dit que ça allait mal se passer, que si on attendait encore un an, il allait y avoir les gilets jaunes. Enfin, il ne pouvait pas le dire comme ça, mais effectivement, un an plus tard, c'était les gilets jaunes qui sortaient de derrière les fagots. Et donc, dès octobre 2017, Emmanuel Macron a conçu un impôt spécial riche vraiment intéressant. Donc, il a d'abord supprimé l'ISF, donc l'imposition sur le stock du patrimoine des plus riches. Mais comment est composé ce stock du patrimoine les plus riches? À qui il a véritablement rendu service en supprimant l'impôt de solidarité sur la fortune? Eh bien, c'est aux plus riches des plus riches, dont le patrimoine est composé à plus de 97% de valeurs mobilières, c'est-à-dire d'actions, d'argent. Et vous allez voir que l'argument qui voudrait que ces inégalités soient justifiées par le mérite ne tient pas une seconde. Ces ultra-riches ne sont... Attends, mais personne n'a dit ça, si? Qui a dit ça, que le mérite, le machin? Mais non, mais parce qu'ils passent leur temps à attaquer des hommes de paille, en fait. C'est... Si t'as rendu service, c'est bien, sinon t'es un voleur. Enfin, voilà, il y a deux catégories de riches, les voleurs et les honnêtes. Et ceux qui sont honnêtes, on peut
rien à leur reprocher. Enfin, Oui, mais parce que Absolument justement, pas récompensé. pardon, mais parce qu'en fait, derrière, psychologiquement, on voit qu'il y a un besoin de remettre en scène une mimésis. oui, Et ce que je disais tout à l'heure sur le fait que les riches mangent la grosse partie du gâteau et que donc il en reste moins pour les autres, quoi. c'est ça. Il y a un besoin de il y a même je dirais même, il y a même un besoin de remettre en scène un père maltraitant ou tu vois, ou qui est pas. Mais tant que ça, c'est pas conscientisé, bah, le cerveau limbique va bloquer l'intégration des éléments de base qu'on est en train de donner. Est-ce que ces gens, comme Charlot Pinson ou la dame à l'écran, réalisent que eux, par rapport à quelqu'un qui vit en Afrique noire, sont aussi dans le 0,1%? Ça a encore aussi un autre point, qu'effectivement, tous ces gauchos sont pas. Attends, je vais recouper, tu vois. Tous ces gens ne sont pas pressés d'envoyer effectivement la moitié de leur SMIC à des petits béninois, évidemment. Et par rapport à leurs compétences exceptionnelles, ni même à leur utilité sociale. D'ailleurs, un très bon exemple de ça, c'est l'évolution ubuesque des rémunérations des PDG. Ah, les grands patrons, ces gens bourrés de talent qui font de la France un Eldorado économique, qui créent de l'emploi, qui encouragent l'innovation, ces grands patrons injustement ciblés par les populistes et la plèbe vindicative, envieuse de leur réussite. Vous en avez marre d'être critiqués? Et c'est vrai qu'en un sens, c'est facile de les cibler parce qu'ils incarnent parfaitement les dérives du néolibéralisme et le matraquage idéologique qui va avec. Mais là encore, il y a énormément d'informations qui sont occultées. On a atteint des niveaux d'abus sans précédent dans l'histoire récente. Attends, juste un truc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le statut... Juste un truc quand même pour nuancer, parce que il y a quand même un endroit où on va la rejoindre. C'est que nous, on parle des patrons au sens noble. Effectivement. Là, elle va parler de patrons qui sont de mèche avec le pouvoir, qui, justement, de la nomenclatura. Et nous, on va bien différencier ces patrons légitimes des patrons de la nomenclatura. Et moi, j'en profite pour faire aussi une petite distinction entre un patron et un entrepreneur. Oui. Parce qu'un PDG, par exemple, en général, c'est pas lui qui a monté la boîte. En tout cas, dans les gros groupes, là, les milliardaires sont souvent les propriétaires, mais les PDG, eux, sont des employés de luxe, mais ce sont quand même des employés qui ne prennent pas les mêmes risques, qui n'ont pas les mêmes motivations et qui sont finalement comme des princesses avec un ton péjoratif ou pas, mais ce sont des employés la plupart du temps. Tout à fait. Et la fonction de ces grands patrons a totalement évolué en à peine un siècle. Aujourd'hui, typiquement, ils sortent des mêmes grandes écoles, ils ont un parcours qui relève plus du copinage et de l'entre-soi que de la montée en compétences. D'ailleurs, la compétence d'un dirigeant, c'est très difficile à mesurer parce que les résultats de l'entreprise relèvent beaucoup plus de décisions stratégiques, de l'encadrement supérieur des différentes directions que de l'apport unique et singulier d'un seul individu. En réalité, ah oui, donc elle sait comment marche une entreprise, elle sait ce qui s'y passe et comment ça devrait être organisé. Mais je suis désolé, moi, je vois bien dans ma vie de tous les jours qu'il y a des patrons qui sont meilleurs que d'autres. Et là, je parle de PDG, justement, de gens qui prennent des décisions et qui a un certain talent là-dedans, quoi. Non, mais là, pour moi, elle dit juste que c'est vrai que tu peux mettre Marlène Schiappa à la tête d'une entreprise qui marche. Tu vois, tu mets Marlène Schiappa à la tête de McDonald's. Bon, bah, ça va, il y a quand même des chances que ça continue de tourner, quoi, tu vois. Et que c'est plutôt l'équipe de cadres dirigeants qui prend les décisions stratégiques, plus que le PDG, encore que il y a des PDG visionnaires qui vont booster une entreprise et qui vont faire des miracles, évidemment. Mais moi, je ferai preuve d'énormément de charité épistémique, là, je comprends vraiment ce qu'elle veut dire. En tout cas, en tant qu'actionnaire, quand tu fais partie du conseil d'administration et que tu vas nommer un PDG, tu vas le faire en fonction de l'intérêt de l'entreprise. Après, il peut y avoir de la politique là-dedans, je dis pas le contraire, mais tu vas quand même pas forcément prendre le pecno du coin en te disant il va faire aussi bien que n'importe qui d'autre. Non, mais je pense que c'est pas ce qu'elle dit. Je crois que c'est vraiment pas ce qu'elle dit. Ils sont interchangeables et ils ont beaucoup plus une fonction de commercial VRP que de stratège. L'ancien PDG de Renault, Louis Schweitzer, résumait d'ailleurs ça assez bien. Quand j'étais patron de Renault, c'était il n'y a pas si longtemps, je passais 4 ou 5 jours par an avec mes actionnaires. Aujourd'hui, on me dit qu'un dirigeant passe 80 jours par an avec ses actionnaires.
C'est pour ça qu'on voit des personnes comme Frédéric Oudéa, ancien conseiller ministériel de Nicolas Sarkozy, passer de la présidence de la banque Société Générale à celle du laboratoire pharmaceutique Sanofi. Les connexions se font, hein. Comme l'explique assez bien le chercheur Anthony Galuso, on a fait de ces PDG des quasi-héros en promouvant des récits complètement fantasmés autour d'eux qui justifieraient tout, y compris leur rémunération. Le mythe d'entrepreneur, c'est un... Écoute, ouais, je te propose, moi, qu'on s'arrête là, parce que là, ça fait un petit moment qu'elle dit plus rien d'intéressant, tu vois, que là, elle est simplement en train de tailler un costard à des gens qui, certes, sont dans les petits papiers de la nomenclatura et du pouvoir et que nous conchions autant qu'elle. Donc, pour moi, là, l'intérêt de l'analyse de cette vidéo est en train de chuter. C'était surtout le départ que je trouvais vraiment intéressant. Puis là, ça fait quoi? Une petite heure 20, 25, 28, 1h30 qu'on y est. Je pense que c'est une bonne durée pour une vidéo. Faute de quoi, elle risque d'être interminable et chiante. Je sais pas ce que t'en penses. Absolument, d'accord avec ça. Tu veux qu'on cherry pick comme ça 2-3 trucs au hasard pour voir si c'est un petit peu mieux après ou... Mais... Allez. Mode de représentation des célébrités. Peugeot, en hausse de... Et qui va lutter seul contre tous pour la faire advenir. Dans l'histoire des inventions, ça ne se passe jamais comme ça. D'ailleurs, c'est très intéressant, c'est-à-dire que dans ces célébrations entrepreneuriales, % en 2 ans pour atteindre 185 000 francs, ce qui équivaut à environ 53 000 euros par mois. Et c'était 30 fois le salaire d'un ouvrier. Les salariés, en plutôt gros, que après, celui elle d'une boucle, entreprise elle donne de plein 5 d'exemples, 000 etc. salariés. Okay. Et de manière générale, graphies. l'exubérance de la bulle Internet avec ses distributions de stock options, c'était le double. Ce qui est étonnant quand même, 25% de variables sur objectif. Bon, ouais, ok. Avec le On scandale de soutient les la mêmes vente thèses de avec Doliprane toujours par plus de Sanofi. chiffres. Parmi les éléments qui ont facilité l'explosion de ces rémunérations, il y a l'entre-soi de ce petit milieu des grands patrons. Ah bon, je sais pas si... Bon alors, les inégalités de revenus, c'est vu. La plus grosse part du gâteau est captée par ceux qui cuisinent le moins, on a compris. Mais on peut pas passer à côté d'une autre grande source d'inégalité, les inégalités de patrimoine. Qu'est-ce que ça dit? Non, je dis juste, c'est pas un gâteau, c'est tout. Patrimoine, on entend la valeur de l'ensemble des biens qui appartiennent à une personne physique ou morale. Il peut s'agir par exemple de sommes d'argent, de biens immobiliers, de voitures, d'actions d'entreprise, etc. Bon, moi j'ai envie de recommander à quiconque s'intéresse aux inégalités de lire une nouvelle de Kurt Vonnegut qui s'appelle Harrison Bergeron. Il y a aussi au moins 2 versions en film, un court-métrage et un long-métrage qui sont tous les 2 excellents et qui parlent des inégalités, mais là on va jusqu'à égaliser les gens sur le plan de l'intellect, de la beauté physique et de l'agilité et de la force. Autrement dit, les athlètes, on leur met des boulets aux pieds. Les personnes qui sont belles, on les force à se voiler. Les gens qui sont un peu trop intelligents, on leur met un casque sur les oreilles, on leur balance du bruit blanc très fort toutes les minutes pour pas qu'ils réfléchissent trop fort. Jusqu'où la correction des inégalités vous intéresse, chers amis gauchistes? Et surtout, pourquoi là et pas ailleurs? Ouais. C'est ça le problème en termes de philosophie et d'éthique. Pour le revenu moyen, le patrimoine moyen par adulte a été multiplié par 6 depuis 1900, passant de 50 000 euros à près de... C'est fatigant. Non, mais c'est des... Déjà, il faudrait s'en réjouir au lieu de... oui, c'est super. Le patrimoine moyen a été multiplié par 6, c'est formidable. Est-ce qu'ils ont... Ah oui, en euros constants 2023, c'est ça qui m'énervait, mais bon, ok. Oui. 300 000 euros en 2022, tandis que le patrimoine médian, lui, se situe plus autour des 120 000 euros. On reprend donc notre ratio Piketty et on l'applique au patrimoine pour obtenir ce graphique. On observe alors 4 grandes périodes en 2 siècles. Jusqu'en 1914, la révolution industrielle et le début du capitalisme moderne ont entraîné une forte hausse des inégalités. Les 10% les plus riches possédaient 300 fois plus que les 50% les plus pauvres. Entre 1914 et 1988, les inégalités ont chuté grâce à l'érosion monétaire et à l'enrichissement des classes moyennes durant les 30 glorieuses, puis... Elle a parlé d'érosion monétaire quand même. C'est pas un sujet complètement en dehors de sa sphère d'intérêt, on va dire. Mais non, mais tu vois, elle dit que c'est un gâteau, elle dit que c'est pas un gâteau, elle dit que c'est, tu vois, à un moment donné, qu'est-ce qu'elle dit, quoi? Et en fait, elle dit rien. Elle manipule des connotations émotionnelles. Puis, de 1988 à 2012,
Les inégalités ont augmenté à nouveau et stagnent maintenant depuis 2013. Bon, là, pareil, on reprend notre représentation de la population en 3 groupes, cette fois-ci selon leur patrimoine, et on obtient ce graphique. Ici, on voit bien que la répartition du patrimoine est bien plus concentrée que celle des revenus. Les 50% de la population les moins riches ne possèdent que 5% du patrimoine contre près de 60% du patrimoine pour les 10% les plus riches. Le bloc. J'aimerais aussi qu'ils définissent le terme patrimoine, si ça les dérange pas trop. Parce que, je sais pas, mon ordinateur, je m'en sers à la fois pour travailler et pour mes loisirs. Alors, c'est patrimoine, c'est capital, c'est quoi? Central des classes moyennes obtient pour sa part 35%. Mais ce niveau du top 10%, Non, écoute, je te totalement propose qu'on hors s'arrête norme. Ouais, là. ça devient pénible, là, c'est tout le temps les mêmes conneries. Oui, c'est ça, c'est le même argument. En fait, c'est le même pattern qui répète en boucle encore et encore. Là encore, c'est du SF. Le SF anon. Il répète. Non, mais c'est ça. Tu sais, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Et ça boucle juste comme ça pénètre le cerveau limbique par effet d'imprégnation et effet de simple exposition. Bon, bah, pour nous autres qui essayons de penser, c'est chiant. Voilà. J'ai une question, tiens, à ce sujet-là. Ouais. Est-ce que tu crois qu'on a une chance avec ce type de profil psychologique et ce type de personnes à pratiquer la même chose, c'est-à-dire la répétition ad nauseam, et que ça pourrait donner quelque chose, ou en fait on va juste sur des automates? Quand tu parles, toi, du point de vue de ton militantisme anarcho-capitaliste, ouais. Oui, je pense. En fait, il y a que comme ça même que ça marche. En fait, c'est justement chaque structure psychique a sa propre manière d'apprendre. Donc ouais, si on enfonce le clou et si on se répète, c'est pas perdu, quoi. Ah, il faut des gonzesses en bikini jaune et noir qui répètent des slogans, tu sais, voilà, oui, l'impôt c'est le vol, comme ça, en se dandinant. D'ailleurs, je vais te citer ma propre expérience. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps à allumer à toutes ces théories anarcap. Mais je me rappelle de deux points d'inflexion. Sur le plan des idées, c'est vraiment Hoppe qui a enfoncé le clou dans mon cercueil pseudo-démocratique dans lequel je vivais avant. Parce qu'avec l'éthique de l'argumentation, là, j'avais enfin trouvé le fond du truc. Donc ça, c'est sur le plan intellectuel. Mais qui m'a vraiment attiré et qui m'a donné envie de poursuivre sur ces thèmes-là, c'est Bastia. Parce qu'il a un style d'écriture très ironique, très acide. C'est drôle à lire quelque part. Bon, c'est pas des blagues non plus, mais c'est quand même très drôle. Il y a plein d'humour là-dedans, c'est plein d'ironie. Et je me dis, ah ouais, ce mec-là, il a une ironie que j'aime bien, j'ai envie d'en savoir plus. Je vous recommande à tous, Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, qui est pour moi un des grands classiques. Notamment sophisme économique, pardon. Sophisme économique. Notamment la pétition des marchands de chandelles, un morceau de bravoure fabuleux. Qui est un grand classique et qu'on vous recommande. Voilà. Eh ben, écoute, Viande Tiède, merci pour cette petite heure passée en ta compagnie. Voilà, je suis content de te voir sur la chaîne parce que c'était quand même pas normal que tu sois pas passé quand même encore. C'est vrai, j'étais un peu offensé, hein. Voilà. Non, mais parce que bon, j'essaye quand même dans Hypnomachie que les questions politiques ne soient pas le fond. Je veux pas que ça se fasse une chaîne de militantisme. Parfois, je parle un peu de politique, mais pour illustrer les concepts appliqués à la politique, tout comme j'en parle appliqués au réchauffement, au darwinisme, à l'épistémologie, à l'éthique, à tout ce que vous voulez. Mais bon, à petite dose, à dose homéopathique, et avec un copain, ça passe crème. Voilà. J'espère que vous n'êtes pas ennuyés, tous qui nous écoutez. Oh, mais non. Enfin, de toute façon, vous nous dites en commentaire, et puis vous nous dites si vous voulez que je réinvite Laurent, vous nous dites si vous êtes horriblement ennuyé. Enfin, en tout cas, voilà, moi, j'ai toujours plaisir à vous lire. Voilà. Merci, Viande Tiède. Merci, Bhaskar. Merci beaucoup et à très bientôt. Salut, Internet.